90% de l'espace est souvent considéré comme perdu, un coin de terre sombre, froid, privé de rayonnement direct. En apparence, c'est une zone morte pour l'agriculture, mais en réalité, c'est un actif sous-exploité. Pourquoi laisser la terre en jachère faute de soleil au zénith? La biologie végétale offre une réponse technique. Une seule graine peut générer des kilogrammes de biomasse comestible sur une saison entière. La blette figure en tête de liste pour l'optimisation des zones difficiles. On la considère souvent comme un outil logistique pour les coins ombragés. Placez-la dans une zone où la lumière est diffuse. Là où d'autres cultures s'étiolent, la blette accélère son métabolisme. Elle fonctionne presque comme une plante vivace technique. Le protocole de maintenance est réduit au strict minimum. L'opérateur passe avec des ciseaux. Il sectionne quelques feuilles périphériques. Le centre de la plante reste intact. C'est crucial. Le méristème central continue de pousser de nouvelles feuilles sans interruption. C'est un mécanisme de régénération continue. Si vous cherchez un légume-feuille capable d'encaisser 3 semaines de négligence, le voici. La plante ne meurt pas, elle attend. Lorsqu'elle dispose des ressources nécessaires, elle atteint des dimensions massives. Les feuilles s'élargissent pour capter le moindre photon disponible. Il y a une nuance biologique importante concernant la reproduction. Pourquoi une seule semence produit-elle souvent plusieurs tiges? Cela semble être une anomalie, mais c'est de la botanique pure. Ce que l'œil perçoit comme une graine unique est en réalité un agglomérat. C'est une capsule liégeuse et irrégulière. À l'intérieur, plusieurs embryons distincts sont protégés, prêts à germer simultanément. À l'examen rapproché, on observe souvent 2 ou 3 plantules émergeant du même point d'impact dans le sol. C'est totalement normal. L'horticulteur doit alors faire un choix stratégique. On éclaircit pour ne garder que le spécimen le plus vigoureux. Ou bien, si le volume de sol le permet, on laisse le groupe se développer. Les racines s'entremêlent, mais la production de feuilles augmente. Les 2 approches sont viables. Il faut simplement anticiper cette densité végétale supplémentaire. Pour l'implantation, la logistique est flexible. Le semis direct est efficace, surtout dans les lits de culture exposés à la mi-ombre. Le sol y reste plus frais. L'humidité s'évapore moins vite. La blette tolère naturellement le froid. C'est un avantage thermique majeur. Elle évite le stress hydrique des après-midi brûlants qui détruisent les structures cellulaires plus fragiles. La plante maintient sa turgescence même quand le thermomètre chute. Analysez la pigmentation. La blette sature l'espace sombre avec des couleurs intenses. Tiges rouge rubis, jaune solaire, blanc clinique. Il existe des mélanges génétiques qui couvrent tout le spectre. En apparence, c'est visuel. Mais à l'intérieur, c'est une concentration de bétalaïne et de nutriments. Ce n'est pas de l'ornementation, c'est de la chimie. Le rendement culinaire est purement fonctionnel. Vous récoltez des feuilles larges et charnues. À la cuisson, la structure cellulaire s'attendrit, mais conserve de la matière. Dans une salade, elle apporte de la densité. Le rythme est binaire. Couper, laisser cicatriser, répéter. La plante reconstitue ses réserves quasi immédiatement. Si vous avez un sac de culture isolé ou un angle mort dans le jardin, insérez de la blette. Elle colonise le substrat sans exiger d'attention constante. La productivité est assurée malgré le manque de lumière directe. C'est exactement ce que requiert un espace ombragé pour devenir rentable. L'usine végétale tourne à plein régime. Mais si l'objectif est la vitesse absolue, la laitue est le raccourci le plus efficace. 35 jours, c'est le délai minimal entre la mise en terre et la consommation de biomasse fraîche. La laitue à couper est la solution tactique immédiate pour les zones à faible luminosité. Sa croissance est naturellement rapide. En zone ombragée, le métabolisme ralentit à peine. La différence est négligeable pour l'agronome amateur.
Pour optimiser le rendement, la sélection variétale est cruciale. Il faut privilégier des souches à maturité courte. L'objectif est de récolter le plus tôt possible en compensant le léger retard dû au manque de photons. Ciblez des variétés rapides qui terminent leur cycle dans une fenêtre de 35 à 45 jours. Évitez les types à cycle long, ceux qui exigent plus de 55 jours. Le temps est une ressource non renouvelable. Pourquoi transplanter plutôt que semer? Cela semble être une étape supplémentaire. Mais en réalité, c'est un gain d'efficacité. Le semis direct en zone ombragée comporte des risques. Le sol est plus frais. La lumière est diffuse. Une graine peut rester en dormance, gaspillant ses réserves d'énergie. La stratégie optimale consiste à démarrer le cycle biologique ailleurs, sous des lampes horticoles ou dans une pépinière exposée au soleil. On obtient ainsi des plants robustes. Le système racinaire est déjà formé. Une fois transférée dans la zone d'ombre, la plante ne lutte pas pour germer. Elle est prête à conquérir le substrat. C'est le même espace de culture, mais la logistique de départ est supérieure. La physiologie de la laitue joue ici en votre faveur. Ses racines sont superficielles. Ses tissus sont gorgés d'eau. En plein soleil, l'évaporation est brutale. La plante ferme ses stomates pour survivre, arrêtant sa croissance. L'ombre maintient le sol frais et l'humidité constante. Les feuilles ne brûlent pas. Aucune nécrose thermique. En apparence, la plante semble moins active qu'en plein soleil. Mais à l'intérieur, la pression de turgescence reste maximale. Cette absence de stress hydrique préserve la texture des tissus. La fibre reste tendre. Une fois les plants établis, la récolte devient un processus mécanique répétitif. Il ne s'agit pas d'arracher, mais de prélever. Coupez les feuilles périphériques. Laissez le bourgeon central intact. Le mécanisme de survie de la plante s'active immédiatement. Elle redirige la sève pour produire de nouvelles biomasses au centre. En prélevant une section, puis en avançant le long du rang, on crée un cycle de rotation continue. Le temps que vous arriviez au bout de la ligne, les premiers plants ont déjà régénéré leur feuillage. Pour diversifier les apports nutritionnels, alternez les cultivars. Feuilles de chêne, type romaine non paumée, variété frisée. À l'examen rapproché, chaque variété offre une architecture différente, optimisant la capture de la lumière résiduelle. Le semis direct dans l'ombre reste techniquement possible, mais les données indiquent un démarrage lent et une densité initiale faible. Si la patience est infinie, la méthode fonctionne. Si l'objectif est une production stable et prévisible, la transplantation est la seule option logique. La maintenance se résume à une hydratation légère du sol. Il faut éviter le dessèchement lors des rares pics de chaleur. Le bilan est positif. La laitue à couper est calibrée pour la mi-ombre. Rapide, résiliente. L'apport calorique est sécurisé. Deux cultures oubliées. Pourtant, elles transforment l'ombre en calories. Pourquoi cultiver l'endive et la scarole? La plupart des jardiniers les ignorent. C'est une erreur stratégique. Ces plantes prospèrent là où la laitue classique s'étiole et meurt. Elles représentent un duo végétal sous-estimé, capable de sécuriser une production alimentaire dans des zones à faible luminosité. Sur le palais, c'est une attaque franche, une amertume contrôlée. Ce n'est pas un simple accompagnement vert, c'est un apport de texture et de micronutriments essentiels. Mélangées à des feuilles plus douces, elles brisent la monotonie gustative. L'expérience sensorielle change radicalement, mais leur véritable atout est logistique. Elles tolèrent parfaitement la mi-ombre. Un coin de parcelle mal exposé devient une zone de production active. La lumière indirecte suffit à la photosynthèse.
Pour l'agronome amateur, c'est une optimisation critique de l'espace disponible. Il y a cependant une contrainte initiale, le facteur temps. En apparence, les graines sont inertes, de minuscules capsules beige. Mais à l'intérieur, le code génétique est complexe à activer. Contrairement aux espèces à croissance rapide, ces variétés prennent leur temps. La germination est un processus lent. 10 jours peuvent s'écouler sans le moindre signe de vie en surface. En extérieur, cette latence est risquée. Les fluctuations thermiques menacent la levée. La solution est technique, le semis en intérieur. Sous environnement contrôlé, la température reste stable. L'humidité est constante. Une fois le système racinaire établi dans un substrat protecteur, le transplant est robuste. Il est prêt à affronter le sol réel sans subir le choc thermique habituel. Vous ne perdez pas de temps à surveiller une germination inégale en plein vent. C'est ici que la stratégie change. Une fois en terre, la plante s'installe. La croissance n'est pas frénétique, mais régulière. Les rosettes se forment feuille après feuille. L'entretien devient minime. Il n'est pas nécessaire d'intervenir constamment. La mi-ombre, le pois, est une machine biologique de précision. Il convertit la lumière faible en énergie pure et en biomasse comestible. C'est l'espèce idéale pour valoriser une zone ombragée déficitaire. Pourquoi cette tolérance au manque de lumière? Car c'est un organisme adapté au froid. Une chaleur excessive bloque son métabolisme. 30 degrés suffisent pour arrêter la production de gousses. La mi-ombre devient donc un atout stratégique. Elle agit comme un régulateur thermique naturel, protégeant la culture des rayonnements directs de midi. La mise en place suit un protocole strict. La semence est une sphère compacte, chargée de réserves d'amidon. Trempez-la brièvement. L'eau pénètre les tissus et réactive l'embryon dormant. Le semis direct est la seule méthode fiable en agronomie pratique. La plante doit s'ancrer immédiatement à son emplacement définitif. Il y a une raison structurelle à cela. Le système racinaire est superficiel. En apparence, la tige semble solide. Mais sous terre, les racines s'étalent horizontalement, sans plonger en profondeur. Elles sont d'une fragilité extrême aux perturbations mécaniques. Une transplantation brutale équivaut souvent à un arrêt de croissance définitif. Si le déplacement est inévitable, le bloc de substrat doit rester intact pour préserver les capillaires racinaires. L'hydratation est le paramètre critique. Le sol doit rester humide, pas saturé, mais constant. À l'ombre, l'évaporation est ralentie par manque de radiation solaire directe. C'est un avantage logistique majeur. Cependant, la faible profondeur des racines les expose au dessèchement rapide en surface. L'application d'une couche de paillis est nécessaire. Elle stabilise la température du sol et crée une barrière physique contre la perte d'eau. La plante cherche la verticale pour optimiser sa photosynthèse. Elle déploie des vrilles sensibles au toucher. Dès qu'une vrille contacte le treillis, elle s'enroule et se lignifie pour assurer la prise. C'est un mécanisme d'accroche efficace. Parfois, la tige dévie de sa trajectoire et retombe au sol. L'intervention humaine est alors requise. Redressez la tige. Guidez-la vers le support. Une fois le contact rétabli, la plante reprend son ascension autonome. La récolte n'est pas un événement unique, c'est un flux continu. Dès l'apparition des fleurs blanches, la surveillance devient quotidienne. Il faut prélever les gousses immédiatement après leur formation. C'est une course contre la montre biologique. Si la graine mûrit totalement, la plante reçoit le signal chimique que sa reproduction est assurée. Elle cesse alors de produire de nouvelles fleurs. La cueillette régulière force la plante à générer de nouvelles gousses pour assurer sa descendance. Le rendement est ainsi maximisé. La zone d'ombre est rentabilisée et l'apport calorique est sécurisé.
30 jours. C'est le délai nécessaire pour produire de la nourriture à partir de rien. Pourquoi cette culture est-elle souvent négligée? Ce n'est pas une question de difficulté agronomique, c'est une erreur logistique en cuisine. La plupart des cultivateurs échouent à valoriser la récolte. Le secret réside dans le traitement de la matière première. Le radis demande une gestion précise. La fermentation au vinaigre préserve la structure cellulaire et ajoute de l'acidité. Le traitement thermique change la chimie interne. Rôtis, les composés soufrés piquants se dégradent sous la chaleur. La racine devient fondante, presque grasse au palais. En tranches fines, la surface de contact augmente, transformant une simple salade en apport nutritionnel dense. La question du surplus ne se pose plus. Sur le terrain, la plante est flexible mais réactive. Le plein soleil accélère le métabolisme. Cependant, une exposition excessive déclenche un mécanisme de survie d'urgence. La plante perçoit le stress thermique. Elle cesse de stocker de l'énergie dans le bulbe et lance la production d'une tige florale. C'est la montée en graines. La racine devient immangeable. La zone d'ombre offre une alternative tactique. Avec seulement 2 à 4 heures de lumière, le cycle végétatif s'adapte. La photosynthèse est moins agressive. Il y a une latence. Le développement nécessite une quinzaine de jours supplémentaires par rapport aux données techniques standards. Ce ralentissement est un atout. Il permet d'exploiter des zones du terrain habituellement stériles pour les autres cultures. La production devient continue. La diversité génétique est vaste. Le radis ne se limite pas aux standards rouges et ronds. Le louobo vert présente une chair dense et croquante. Le radis noir espagnol possède un épiderme épais, une protection contre les éléments et la pourriture. Le radis pastèque sature ses tissus de pigments vifs. Le benihita apporte une variation morphologique distincte. Et il y a le daikon, en apparence une simple racine blanche, mais à l'intérieur un cylindre de stockage massif capable de fracturer les sols compacts. L'extraction d'un daikon valide la qualité du travail du sol. C'est une unité de biomasse conséquente. La procédure de semis est stricte. Le radis exige un semis direct. Le système racinaire ne supporte pas la transplantation. La graine est insérée dans le substrat. L'humidité doit être maintenue constante pour assurer la turgescence des cellules. L'ombre agit ici comme un bouclier thermique, réduisant l'évaporation. À l'observation rapprochée, le collet de la racine émerge de la terre. C'est le signal visuel. La récolte doit être immédiate. Si la température monte, la plante durcit ses tissus pour se protéger. La chair devient fibreuse, le goût s'altère. Il ne faut pas hésiter. Le radis est l'actif dormant des zones à faible luminosité. Une culture rapide, technique et nutritive. 2 heures de lumière par jour. C'est toute l'énergie requise par cette machine biologique pour fonctionner. Pourquoi cette culture prospère-t-elle là où les autres s'étiolent? Car l'épinard est conçu pour l'efficience thermique. C'est un spécialiste des environnements à faible radiation. Le froid ne l'arrête pas. Au début du printemps, ses parois cellulaires résistent au gel. À la fin de l'automne, alors que le métabolisme des autres plantes s'effondre, lui accélère sa production de biomasse. Mais la chaleur est son ennemi mortel. Une exposition directe au soleil d'été déclenche un mécanisme de défense immédiat, la montée en graines. La plante cesse de produire des feuilles comestibles pour assurer sa reproduction. L'ombre devient alors une nécessité stratégique. Elle agit comme un régulateur thermique, maintenant les tissus hydratés et tendres. Il y a une nuance technique à maîtriser. En apparence, la graine est volumineuse et prête à éclater. Mais à l'intérieur, le processus de germination est d'une lenteur exaspérante. Elle peut rester inerte dans le sol
pendant 14 jours, 2 semaines de latence totale. Pour l'horticulteur, c'est une perte de temps inacceptable. La solution est logistique. Le démarrage en environnement contrôlé. On sème en intérieur. On force le réveil biologique avec une humidité constante. À l'examen rapproché, les radicelles blanches percent le tégument. La tige s'épaissit. Une fois le système racinaire consolidé, le plant est transféré dans la zone d'ombre. Le gain de temps est mathématique. Une fois la culture implantée, la stratégie change. Ne visez pas une récolte massive unique. C'est une erreur de gestion des ressources. Pensez en flux tendu. Il faut établir une rotation séquentielle. On plante un petit lot. 10 jours plus tard, on lance le suivant. C'est une chaîne de montage végétal. Les ciseaux tranchent les feuilles matures. La plante ne meurt pas. Elle redirige la sève vers les bourgeons dormants pour une régénération immédiate. Le sol reste frais, protégé par le feuillage, évitant l'évaporation excessive. Pas de stress hydrique, pas de brûlure solaire. Le résultat est une source constante de nutriments. Si votre parcelle ne reçoit que 2 à 4 heures de soleil, l'épinard est l'outil idéal. Il optimise les zones froides et peu éclairées. Des semis en attente, une récolte en cours. Le cycle de production est verrouillé. Une production continue est impérative. La pomme de terre n'est généralement pas associée aux zones d'ombre. Pourtant, sa tolérance au manque de lumière dépasse les attentes agronomiques. Pourquoi négliger les zones sombres? L'agriculteur avisé sait que la plante s'adapte. J'ai observé des rendements viables dans des environnements hostiles, comme un tas de compost à l'ombre dense. Quelques vieux tubercules oubliés ont réactivé leur cycle biologique. Ce n'est pas une méthode de manuel scolaire, c'est une stratification organique. Les couches de matière en décomposition génèrent de la chaleur et des nutriments. La plante ignore le déficit de lumière directe et lance ses tiges vers la surface. Mais le compost n'est pas une obligation technique. Un sol standard fonctionne parfaitement. La mécanique est simple. À l'ombre, la croissance est linéaire et constante. L'évaporation de l'eau du sol est ralentie par l'absence de rayonnement direct. La terre reste meuble. Les racines forent le substrat sans résistance. Puis vient le signal visuel, la floraison. Lorsque les fleurs apparaissent, la plante modifie sa chimie interne. Elle cesse de privilégier le feuillage pour concentrer l'amidon dans les racines. C'est le marqueur temporel pour l'opérateur. Ici, il faut changer de tactique. Dans un environnement à faible luminosité, viser des tubercules géants est une erreur de calcul. L'ombre étire le cycle de maturation. Le temps nécessaire pour obtenir du volume devient excessif. La solution est la récolte précoce. Visez la pomme de terre nouvelle. Dès la chute des fleurs, une sonde manuelle dans la terre permet de localiser les tubercules. La peau est fine, fragile, presque inexistante. La chair est dense et riche en goût. C'est un produit de haute qualité culinaire. En apparence, on perturbe la croissance. Mais en réalité, le prélèvement sélectif stimule le reste de la plante. Récupérez les tubercules prêts. Recouvrez la base. Laissez les plus petits continuer leur développement. C'est une gestion de flux tendu. On ne cherche pas le tonnage brut, mais la rapidité et la saveur. Le ratio effort-résultat est optimisé pour une parcelle ombragée. Le protocole de maintenance reste basique. Planter, hydrater. Laissez la couverture végétale protéger l'humidité du sol. Lorsque les parcelles en plein soleil sont saturées, ces zones d'ombre deviennent des actifs productifs. C'est une niche stratégique pour diversifier les ressources. La récolte est sécurisée. 4 heures de lumière directe. C'est le minimum vital pour déclencher la production de fruits sur une parcelle difficile. L'agronomie classique dicte souvent que la tomate exige le plein soleil pour prospérer. Pourtant, la biologie offre une exception notable.
Une variété buissonnante à maturation rapide peut parfaitement rentabiliser son occupation du sol dans un lit à faible luminosité. La stratégie repose entièrement sur la sélection génétique. Il ne faut pas choisir au hasard. Il est impératif de sélectionner un cultivar déterminé, spécifiquement croisé pour les démarrages à froid et les cycles courts. Pourquoi cette spécificité est-elle cruciale? Parce que la plante doit compenser le manque d'énergie solaire par une efficacité interne accrue. Cherchez des noms qui évoquent des latitudes septentrionales ou des climats rudes. Glacier est un exemple technique solide. Tout cultivar faisant référence à la Russie, à New York ou au Canada indique une résistance cellulaire aux basses températures et une capacité à opérer sur une piste d'atterrissage réduite. Ici, l'objectif n'est pas la surproduction industrielle ni les records de poids. Il s'agit d'obtenir un rendement calorique respectable là où la culture semblait impossible. En apparence, la plante reste petite et trapue, mais à l'intérieur, son métabolisme est accéléré. Une tomate déterminée compacte exécute son programme biologique dans une fenêtre temporelle stricte. Elle développe sa structure, assure la nouaison des fruits et termine son cycle sans exiger des mois d'exposition solaire intense. C'est exactement le profil physiologique requis pour l'ombre partielle. La logistique du placement est mathématique. Si vous disposez d'une zone recevant 2 heures de soleil et d'une autre en recevant 4, la hiérarchie est stricte. La tomate buissonnante réquisitionne l'emplacement de 4 heures. Laissez l'ombre profonde aux cultures foliaires. Les épinards, par exemple, possèdent une densité de chlorophylle suffisante pour tolérer la zone la plus obscure. La tomate, elle, doit occuper le meilleur créneau disponible. Il y a ici une nuance physique importante. Ce différentiel de 2 heures d'exposition change la chimie de la plante. Il optimise la pollinisation et accélère la maturation des tissus du fruit. La maintenance doit rester pragmatique. Assurez un enracinement stable lors de la transplantation et maintenez une hydratation constante. La tige se gorge d'eau, la pression interne monte. Laissez ensuite le mécanisme biologique opérer. Dans ces conditions limites, vous n'observerez pas un mur végétal dense. En revanche, vous récolterez une série décente de tomates. Le goût reste concentré, riche en sucre, sans que vous ayez eu à sacrifier vos parcelles de plein soleil, qui sont des actifs immobiliers précieux pour d'autres cultures. L'analyse finale est sans appel. Ne disqualifiez pas la culture de la tomate, simplement à cause d'une exposition partielle. Sélectionnez un déterminant rapide, résistant au froid et efficace. Installez-le dans l'angle le plus lumineux du secteur ombragé. La plante ne se comportera pas comme une variété envahissante d'été. C'est un finisseur précoce et compact qui remplit le cahier des charges des zones à faible luminosité. C'est ainsi que l'on maximise la production alimentaire sur chaque mètre carré disponible. Une fraction de l'énergie solaire habituelle, c'est tout ce qu'il faut pour produire des protéines végétales. Pourquoi réserver le plein soleil à des cultures qui peuvent s'en passer? Le haricot nain est une machine biologique adaptable. Il convertit la pénombre en calories. Certes, le métabolisme de la plante ralentit. La photosynthèse ne tourne pas à plein régime comme sous une exposition directe. Mais le mécanisme compense. Si l'on place ces plants dans la fourchette haute de la luminosité disponible en zone ombragée, la fructification s'enclenche. Il faut les voir comme des actifs stables, des plants compacts, une fenêtre de récolte précise, suffisamment de matière pour l'alimentation quotidienne sans monopoliser les mètres carrés les plus précieux. L'ingénierie horticole offre une solution concrète. Prenons le cas d'une tour verticale entièrement plantée de haricots nains. La contrainte physique est évidente. Seule la moitié avant de la structure reçoit les photons à un instant donné. La réponse est logistique. Une rotation de la tour
de 180 degrés chaque matin. Ce geste simple redistribue les ressources. La face ombragée d'hier devient la face exposée d'aujourd'hui. Sur un cycle de 30 jours, chaque plan accumule une quantité de lumière identique. La production ne s'arrête pas, elle se lisse. Cela démontre une réalité biologique. Le haricot n'a pas besoin d'un bombardement solaire constant pour générer une récolte respectable. Au sol, la stratégie spatiale s'applique avec la même rigueur. Si une parcelle présente un dégradé de lumière, le placement devient tactique. Les haricots occupent la frange la plus lumineuse. Les légumes-feuilles, plus tolérants à l'obscurité, prennent les zones reculées. Ce micro-ajustement garantit le remplissage des gousses sans modifier l'infrastructure. Il y a ici une nuance hydrologique. L'entretien suit une logique stricte. Le haricot ne tolère pas l'asphyxie racinaire. Dans une zone à faible luminosité, l'évaporation diminue drastiquement. L'eau stagne. Il faut modifier le protocole d'irrigation. Moins de fréquence, plus de profondeur. Le sol ne doit jamais être détrempé. À l'examen rapproché, la fleur fane et laisse place à une gousse verte. Le signal est clair. La récolte doit être agressive. En apparence, c'est une perte de biomasse immédiate. Mais à l'intérieur de la plante, c'est un déclencheur hormonal. Prélever les gousses lorsqu'elles sont encore fines et tendres provoque un stress positif. La plante cherche à assurer sa descendance. Si on lui retire ses fruits, elle en produit immédiatement de nouveau. En zone semi-ombragée, cette méthode est un multiplicateur de rendement. Le haricot nain prospère dans les marges, sur une tour rotative ou en bordure de zones sombres. Peu d'espace, une maintenance réduite, des protéines solides. C'est le type de culture qui rend productif un jardin à faible luminosité sans voler les emplacements stratégiques. Il est temps d'optimiser chaque mètre carré. Une plante de plein soleil, c'est la classification technique habituelle du basilic. Mais cette donnée est incomplète. Pourquoi cultiver cette espèce à la mi-ombre? Cela semble contre-productif. Pourtant, en réduisant l'exposition aux ultraviolets, on active un mécanisme de survie différent. La plante ne subit pas le stress thermique. Elle conserve sa turgescence cellulaire et son architecture foliaire. Si l'objectif est la floraison et le soutien aux pollinisateurs, l'ombre partielle devient un atout stratégique. En lumière diffuse, le basilic maintient sa structure. Il ne se dessèche pas. Si on laisse le cycle reproductif aller à son terme, la plante se transforme. Ce n'est plus seulement une culture foliaire, c'est une station de ravitaillement pour les insectes. À l'observation rapprochée, les abeilles atterrissent avec précision. Elles ne survolent pas la zone. Elles exploitent chaque inflorescence, transformant un coin sombre en hub biologique actif. Le cultivar African Blue illustre parfaitement cette résilience. Il fonctionne avec la vigueur d'une plante vivace. La coupe peut être sévère. On retire une masse végétale importante, mais la réaction physiologique est immédiate. La sève monte sous pression. Les tissus se régénèrent. J'ai effectué 2 coupes drastiques sur ce spécimen. À chaque fois, la croissance repart avec une intensité renouvelée. C'est le type de robustesse nécessaire lorsque les photons se font plus rares. En apparence, une parcelle ombragée à faible rendement, mais à l'intérieur, une usine à biomasse capable de se régénérer indéfiniment. La diversité génétique renforce le système. Le basilic ne se limite pas à une seule architecture. La variété grecque colonnaire pousse à la verticale, optimisant l'espace au sol par sa densité. Le basilic thaï produit des grappes florales compactes, saturées de composés volatiles distinctifs. Le pesto perpetuo apporte une chlorophylle vert clair qui capte la moindre luminosité, tandis que le tulsi, ou basilic sacré, déploie sa propre signature chimique complexe. L'échelle
est intéressante. En combinant ces variétés, la moitié de la plate-bande est colonisée par une seule espèce, mais sous des formes multiples. Chaque phénotype remplit une fonction spécifique: occupation de l'espace, attraction des auxiliaires, production de matières organiques consommables. Le protocole de gestion est strict mais simple. Laissez le système racinaire s'ancrer profondément dans le sol frais. Prélevez les feuilles selon les besoins logistiques. N'ayez pas peur de la taille corrective. Si les tiges s'allongent trop en cherchant la lumière, coupez net. Le basilic réagit par une ramification latérale. Vous ne forcez pas la plante à performer comme une haie soumise à un bombardement solaire. Vous la laissez s'installer dans un rythme de croissance constant, accompagné par l'activité incessante des insectes pollinisateurs. Le résultat est tangible. Le basilic n'exige pas les mètres carrés les plus ensoleillés de l'exploitation. Il libère l'espace pour les cultures exigeantes tout en fournissant couleurs, huiles essentielles et récoltes régulières. La ressource est sécurisée. « 30 degrés Celsius, c'est le seuil critique où la coriandre active son mécanisme d'urgence. Pour cette plante, la chaleur n'est pas un confort, c'est un signal de fin de vie imminente. Sa réaction biologique est immédiate et brutale. La montaison. La plante cesse de produire du feuillage comestible pour lancer une tige florale vers le ciel. Toute l'énergie, tous les sucres et les nutriments sont détournés des feuilles vers la production de graines. Pour l'horticulteur, c'est une perte sèche. La texture devient fibreuse, le goût s'altère. Pourquoi déplacer la culture vers une zone ombragée? Cela semble contre-intuitif pour un végétal. Mais en réalité, c'est une manipulation du métabolisme. En plaçant la coriandre sous une lumière filtrée, on trompe son horloge biologique. La température du sol chute de plusieurs degrés. L'évaporation diminue. La plante ne détecte plus le stress thermique qui déclenche la reproduction sexuée. Elle reste en phase végétative. La croissance ralentit, certes, mais la durée d'exploitation de la biomasse foliaire double ou triple. C'est un calcul de rendement sur la durée. L'utilisation de souches génétiques à montaison lente optimise encore ce processus. C'est une stratégie de gestion des ressources. Une fois le système racinaire établi, la maintenance devient minimale. Si le feuillage montre des signes de fatigue après une vague de chaleur, une taille technique est nécessaire. La coupe nette stimule les hormones de croissance. En quelques jours, de nouvelles pousses vertes et tendres émergent des tissus. Le persil fonctionne sur un principe similaire, mais avec une résilience supérieure. En apparence, une simple herbe aromatique, mais à l'intérieur, une structure cellulaire capable d'encaisser les variations lumineuses sans paniquer. Qu'il soit plat ou frisé, le persil tolère l'ombre avec une constance industrielle. Il ne possède pas la gâchette sensible de la coriandre concernant la floraison. Il y a ici une nuance logistique importante. En zone ombragée, vous échangez la vitesse contre la stabilité. Les plantes ne font pas de sprint de croissance. Elles ne produisent pas de pic de volume soudain suivi d'un effondrement biologique. Le rythme est lent, linéaire, prévisible. Pour une chaîne d'approvisionnement domestique, c'est l'idéal. Pas de famine, pas de surproduction impossible à gérer. La méthode de récolte doit être chirurgicale. On prélève les tiges extérieures, les plus matures. Le cœur de la plante reste intact pour assurer la régénération continue. Vue de près, la tige coupée cicatrise rapidement, tandis que l'énergie est redirigée vers les jeunes pousses centrales. Si vos zones en plein soleil transforment systématiquement la coriandre en bois sec et en fleurs inutilisables, le changement de protocole est impératif. L'ombre devient un outil agronomique. Le sol reste humide plus longtemps.
les racines puisent les nutriments sans stress hydrique. Le persil continue de fournir de la matière verte avec une fiabilité mécanique. Les zones de faible luminosité ne sont pas des déchets d'espace. Ce sont des réserves de nourriture stables. L'approvisionnement est sécurisé. Les photons sont de l'énergie brute. Mais toutes les cultures n'exigent pas un bombardement solaire maximal pour survivre. Une zone d'ombre partielle est souvent considérée comme une perte sèche pour la production. C'est une erreur de calcul. Pourquoi l'oignon vert prospère-t-il là où les autres échouent? La réponse réside dans l'architecture biologique de la plante. Contrairement aux variétés rouges ou blanches, l'oignon vert ne cherche pas à constituer un stock souterrain massif. Les oignons à bulbes fonctionnent comme des batteries. Ils nécessitent une photosynthèse intense pour accumuler des glucides et gonfler leur structure racinaire. Sans exposition directe, le mécanisme s'enraye. Le bulbe ne se forme pas. L'oignon vert, lui, investit tout dans la partie aérienne. En gros plan, on observe la différence de stratégie. La tige ne se lignifie pas. Les cellules restent souples, gorgées d'eau et de nutriments, prêtes pour une consommation immédiate. C'est une production de biomasse rapide, dispensée de la lourde tâche de stockage souterrain. L'ombre devient alors un atout. En apparence, la croissance semble ralentie par le manque de lumière. Mais à l'intérieur, le métabolisme s'adapte pour fournir une production stable. Il ne s'agit pas d'obtenir une récolte massive en une seule fois. C'est un système de flux tendu. Le rythme biologique diminue, ce qui étale la disponibilité de la ressource. Pour l'opérateur, cela signifie un approvisionnement constant en composés sulfurés frais, sans les pics de production ingérables des cultures de plein soleil. La logistique de récolte suit deux protocoles distincts. Le premier est la coupe chirurgicale. On prélève les feuilles externes. Le centre de croissance reste intact. La plante lance immédiatement un processus de régénération tissulaire. Le cycle reprend. Le second protocole est la rotation continue. Extraction complète du plant suivie d'un remplacement immédiat. La ligne de production ne s'arrête jamais. L'échelle est modeste, mais l'efficacité est totale. La plante tolère la faible luminosité et maintient son profil chimique intact. Le goût reste net, précis. Il y a ici une nuance physique importante concernant l'irrigation. L'ombre modifie la thermodynamique du sol. Le rayonnement direct étant absent, l'évaporation chute drastiquement. Le sol reste humide plus longtemps. Le danger n'est plus la soif, mais l'asphyxie racinaire. Le drainage doit être fonctionnel. Il ne faut pas saturer le substrat, simplement maintenir une hydratation de contact. L'objectif n'est pas de battre des records de dimension, c'est de maintenir une station de production vivante. Le bilan énergétique est clair. Laissez les zones exposées aux variétés qui doivent stocker de l'amidon. Utilisez les zones d'ombre pour la production foliaire. L'oignon vert transforme une zone morte en une source fiable de nutriments, assurant un rendement culinaire continu sans gaspiller un seul mètre carré de lumière solaire. L'espace est optimisé, une saveur brute et minérale. C'est l'unique objectif de cette culture. Le chou frisé s'insère avec une précision mécanique dans les zones de pénombre. Il redoute le soleil vertical de l'après-midi. Son métabolisme est optimisé pour des températures inférieures à 75 degrés. Au-delà, la plante souffre. Une protection contre le rayonnement direct permet de maintenir la structure cellulaire des feuilles tendres et d'assurer une croissance linéaire constante. Pourquoi cette plante préfère-t-elle l'ombre partielle? C'est une question de gestion énergétique. Une exposition lumineuse de 3 ou 4 heures suffit à saturer ses besoins photosynthétiques. Le spectre lumineux le plus intense offre le meilleur élan de croissance.
Mais la gestion thermique prime. Considérez cette culture comme un actif stratégique de saison fraîche. Pour le cycle printanier, la logistique démarre tôt. Le repiquage doit s'effectuer 4 à 5 semaines avant le dernier gel prévu. Pour la production automnale, le semis reprend dès que la vague de chaleur diminue. Le chou frisé possède une résistance structurelle au froid exceptionnel. Les jeunes plants encaissent un gel léger sans rupture de leur membrane. Les saisons intermédiaires deviennent donc la période de rendement optimale. L'espace est une ressource critique. Ne tassez pas. Espacez les unités de 8 à 12 pouces. Les rangées doivent être séparées de 18 à 24 pouces. Ce n'est pas une suggestion esthétique, c'est une mesure sanitaire stricte. Cette distance réduit la pression des ravageurs et optimise la dynamique des fluides. L'air doit circuler librement pour assécher la surface foliaire. Des feuilles sèches restent vigoureuses et exemptes de pathologies fongiques. Si l'objectif est la récolte de jeunes pousses pour la biomasse rapide, la coupe débute en 25 ou 30 jours. Pour des feuilles de taille adulte, le cycle s'étend de 55 à 75 jours selon la variété génétique utilisée. Les besoins en intrants sont directs. Une humidité constante couplée à un sol fertile et drainant. En période de hausse thermique, l'ombre partielle agit comme un régulateur de stress. Elle freine la production de composés amers. Vous obtenez une texture supérieure sans forcer la plante. Le sol doit rester uniformément humide, jamais saturé d'eau. Le paillage est un outil technique indispensable pour lisser les variations hydriques entre 2 arrosages. 2 erreurs opérationnelles sont fréquentes chez l'horticulteur novice. Premièrement, ignorer le calendrier thermique. Planter durant la chaleur estivale force la plante à développer des fibres dures. Le résultat est amer et ligneux. Privilégiez strictement les fenêtres de printemps et d'automne. Si la chaleur persiste, utilisez l'ombre de l'après-midi comme bouclier. À première vue, un semis dense semble productif, mais à l'intérieur, c'est une zone de conflit pour les ressources. C'est la seconde erreur, la surpopulation. L'entassement des semis provoque l'étiolement des tiges et invite les parasites. Maintenez l'espacement de 8 à 12 pouces. Éclaircissez les rangs tôt. L'hésitation se paie par une perte de rendement. La récolte suit un protocole continu. Prélevez les feuilles externes selon les besoins immédiats. Le centre de la plante, ou méristème apical, reste intact et continue de générer de la matière organique. Il y a ici une réaction biochimique notable. Si un léger gel touche la parcelle, ne paniquez pas. Le froid transforme les amidons en sucre. De nombreux cultivateurs constatent une saveur plus douce après un choc thermique. Pour le stockage, la procédure est standard. Rinçage, essorage centrifuge, séchage, réfrigération. La plante supporte bien la conservation à court terme. Une seule récolte massive permet de gérer la logistique alimentaire de toute une semaine. En conclusion, dans un environnement ombragé, le chou frisé se comporte comme une ancre de stabilité saisonnière. Il accepte la mi-ombre, produit sur la durée et maximise le rendement par mètre carré lorsqu'on lui fournit l'espace et l'hydratation adéquats. L'apport nutritionnel est sécurisé. « 3 heures de lumière par jour. C'est le seuil critique énergétique pour cette plante. Là où les cultures héliophiles dépérissent par manque de photons, la menthe active sa machinerie cellulaire sans ralentissement. Elle est biologiquement programmée pour les zones de lumière diffuse. Une exposition directe ne la gêne pas, mais l'ombre partielle optimise sa turgescence. Cela en fait un actif stratégique pour les zones marginales de l'exploitation. Les bordures de parcelles, le long des clôtures, les zones délaissées, à l'ombre des bâtiments,
C'est une vivace rustique. Le système racinaire survit à l'hiver et réactive la production de biomasse dès les premiers signes de chaleur. C'est une ressource renouvelable automatique. L'espacement initial doit être de 18 pouces entre les plants. Cela semble vide au départ, mais en accéléré, on observerait une colonisation rapide de l'espace. Les tiges s'entremêlent pour former une canopée dense et continue. La récolte peut être constante. Le mécanisme de régénération est agressif. Sectionner une tige ne blesse pas la plante. Cela déclenche une réponse hormonale de croissance. La coupe stimule la production de nouvelles pousses latérales. En agronomie pratique, cela permet plusieurs cycles de récolte massive sur une seule saison. Le sol doit être maintenu riche en nutriments et constamment humide. Mais il y a une nuance hydraulique vitale. La plante exige de l'humidité, pas de l'asphyxie. Si l'eau stagne, les racines pourrissent par manque d'oxygène. Le drainage n'est pas une option, c'est une nécessité physiologique pour une croissance saine. Il existe 2 erreurs logistiques fréquentes. La première concerne le confinement. En apparence, la menthe est une herbe inoffensive. Mais sous terre, ses rhizomes agissent comme des foreuses. Ils tracent des tunnels horizontaux et envahissent le territoire voisin. Si on la plante en pleine terre sans protection, elle devient une espèce invasive incontrôlable. La solution est le confinement physique strict. Culture en conteneur isolé, bac hors sol ou installation de barrières anti-racines en polymère ou en béton dans le sol. Il faut bloquer l'expansion souterraine. La seconde erreur est le surdosage hydrique. Une soucoupe de peau remplie en permanence transforme le substrat en marécage. C'est l'environnement idéal pour les bactéries pathogènes et les moisissures. La règle est simple. Irrigation régulière, évacuation immédiate de l'excédent. Le sol doit être noir d'humidité, mais aéré. La procédure de récolte suit une chronologie chimique précise. Il faut couper les tiges juste avant la floraison. C'est à cet instant précis que la concentration en huiles essentielles et en menthol atteint son pic dans les tissus foliaires. Si les bourgeons floraux sont visibles, la plante a déjà détourné son énergie vers la reproduction. Il faut intervenir rapidement. Une coupe franche réinitialise le cycle végétatif. La plante abandonne la floraison et relance la production de feuilles tendres. La logistique post-récolte détermine la durée de conservation. Pour un stockage à court terme, il faut maintenir l'hydratation cellulaire. Envelopper la récolte dans un papier absorbant humide et la placer en enceinte réfrigérée. La turgescence reste stable quelques jours. Pour le long terme, il faut stopper la dégradation enzymatique. Séchage en zone ventilée ou congélation rapide des tissus, entiers ou hachés. L'objectif est de capturer l'arôme avant qu'il ne se dissipe. Dans un plan de culture ombragé, la menthe remplit plusieurs fonctions simultanées. Ressources culinaires stables, remplissage de l'espace vide, ancrage vivace à faible maintenance, avec un apport lumineux minimal, un sol correct et une frontière physique infranchissable. Le retour sur investissement est élevé. Thé, sauce, extraction d'arômes. C'est une unité de production autonome qui transforme l'ombre en matière première exploitable. 90 jours de vigilance. C'est le temps nécessaire pour qu'une inflorescence de chou-fleur atteigne sa maturité commerciale sans défaut structurel. Pourquoi cette culture échoue-t-elle souvent en plein soleil? La réponse réside dans la biologie thermique. Le chou-fleur n'est pas une simple plante potagère. C'est un mécanisme de précision sensible aux fluctuations. Une exposition solaire trop agressive déclenche un signal de stress. La plante accélère son métabolisme, les tiges s'écartent et la tête compacte éclate pour laisser place aux fleurs. La récolte devient impropre
à la consommation. En zone de mi-ombre, le processus ralentit. La température des tissus reste stable. L'absence de rayonnement direct intense permet aux cellules de se diviser de manière symétrique, formant cette structure dense et blanche caractéristique. C'est une gestion de l'énergie par la restriction lumineuse. Le sol, protégé de l'évaporation rapide, maintient un taux d'humidité constant. Les racines pompent l'eau et les nutriments sans interruption. Ici, la lenteur est une sécurité biologique. Mais ce n'est que le premier étage de la production. L'architecture change radicalement avec les choux de Bruxelles. En apparence, une simple tige feuillue. Mais, à l'examen rapproché, c'est une tour de stockage verticale. Chaque bourgeon axillaire est une unité de survie indépendante. Cette culture exige une endurance logistique. Le cycle est long, dépassant souvent les 100 jours. En plein soleil, la chaleur force les bourgeons à s'ouvrir prématurément, réduisant la densité du produit comestible. La mi-ombre agit comme un conservateur naturel. Elle maintient la plante dans un état végétatif prolongé. En accéléré, on observe le phénomène. La tige principale s'épaissit, se lignifie, tandis que les bourgeons s'empilent géométriquement le long de l'axe. Il y a une nuance chimique cruciale. Lorsque les températures chutent, la plante active un mécanisme de défense contre le gel. Elle convertit ses réserves d'amidon en sucre simple. Ce n'est pas pour le goût, c'est pour abaisser le point de congélation de ses cellules. Pour l'agronome, cela signifie une récolte plus savoureuse et calorique. La plante ne demande aucune intervention humaine complexe, seulement du temps et une température modérée. L'échelle diminue, mais la densité nutritive augmente. Les carottes courtes représentent une adaptation morphologique spécifique. Contrairement aux variétés longues qui forent le sol en profondeur, ces cultivars concentrent leur biomasse en surface. C'est une solution technique pour les sols compacts ou les conteneurs à volume limité. Pourquoi l'ombre est-elle un atout ici? La carotte est une racine de stockage. Elle accumule de l'eau et des glucides. En plein cagnard, le sol sèche, la racine durcit et devient fibreuse pour survivre. À l'abri du soleil direct, l'épiderme de la racine reste fin. L'eau est retenue dans les tissus. Vu en macro, les radicelles absorbent l'humidité sans effort. Le corps de la carotte gonfle latéralement, formant des sphères ou des cylindres courts. La couleur s'intensifie, signe d'une concentration élevée en bêta-carotène. C'est une extraction efficace des ressources du sol sans gaspillage d'énergie pour la pénétration verticale. Chaque poignée extraite est une réserve de calories denses et hydratées. Le cycle se termine avec le navet, le champion de la vitesse. C'est une culture de réaction rapide. L'hypocotyle, la partie située entre la tige et la racine, gonfle en quelques semaines. Le navet n'a pas besoin de luxmètre élevé pour initier la photosynthèse. Il est programmé pour maximiser la lumière diffuse. Sous une canopée partielle, le feuillage reste tendre au lieu de devenir coriace. La plante ne se sent pas menacée par la dessiccation. Elle dirige ses ressources vers le bulbe souterrain. Sur une coupe transversale, la chair est blanche, saturée d'eau, sans lignification. C'est un double rendement. La biomasse aérienne est comestible, la réserve souterraine est stockable. L'agronome dispose ainsi d'une stratégie claire. Utiliser les zones de faible luminosité, non pas comme des déchets d'espace, mais comme des zones de production spécialisées pour les cultures à métabolisme lent. La sécurité alimentaire est assurée sur chaque mètre carré disponible. La connaissance technique est la première ressource de survie. Vous avez analysé le processus dans son intégralité. Si ces données permettent d'optimiser votre rendement, validez l'information